Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à midi avec le club des médias du vendredi. Donc je me glisse dans les pas de Valérie. Le club de la presse média. Pardon. Heureusement que vous êtes là, mon cher Gilles. On va y revenir avec nos deux amis, hein, Rémi Jacob, journaliste à Télé Loisirs et Télé 2 Semaines, et Maxime Guény, journaliste Téléstar, Télépoche. Tiens, restez avec nous, messieurs, parce qu'on va faire. Gilles va nous faire la question du jour et le zapping du jour. Vas-y, Gilles. Alors, comme on va parler de Netflix qui a profité de la crise, on s'est demandé si vous étiez des aficionados de Netflix. Et la question du jour qu'on vous pose, c'est que durant ce confinement, parce qu'on est tous quand même confinés, est-ce que vous préférez Netflix, un livre, puisque vous voulez que les librairies soient ouvertes, un jeu de société? Alors, je crois que vous, ça a été un jeu de société, Christine. Ah oui. Vous m'avez raconté ça. Oui. Vous jouez avec vos enfants. On a joué avec des grands ados et ils ont découvert le Trivial Poursuite et j'ai gagné, donc ça les a énervés. Et puis sinon autre c'est les jeux vidéo, c'est rester en famille à discuter, c'est d'aller sur son portable. Et ça vote énormément sur le Twitter de Sud Radio. Vous connectez. Pour l'instant, je vais vous dire, c'est Netflix qui arrive presque en tête avec 30% de nos auditeurs et 39% autres, un livre 23%, un jeu de société 8%, mais vous voyez que Netflix par rapport à autres arrive vraiment dans les premiers de notre, alors c'est pas un sondage, mais de l'avis de la question, nos auditeurs, oui. Je suis étonné que le livre n'arrive pas devant. Bon, enfin, Christine. On demande que les librairies soient ouvertes, mais c'est pas très étonnant. Mais on va parler de Netflix justement avec nos deux amis. Mais moi, pour l'instant, j'ai regardé toutes les télés, pas seulement Netflix. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Allez-y. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors, c'est l'info la plus attendue des médias hier. C'était la déclaration de Jean Castex qui a fait 7 millions de téléspectateurs avec TF1 et France 2 cumulés sur le confinement. C'est pas mal. Dès le début de son intervention, le Premier ministre nous a douché tous nos espoirs. Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Alors, une intervention qui a déprimé notre ami Pascal Praud sur CNews. Oh là là, vous allez voir, il est totalement démoralisé. On est foutu. Franchement, moi je suis effrayé parce que le pays va être par terre et on va pas s'en relever en fait. C'est ça la vérité. Pascal, vous disiez ça pendant le premier confinement et 2 mois après, ça avait redémarré d'une façon extraordinaire. Non, j'ai jamais dit ça pendant le confinement. Vous étiez jamais inquiet. Jamais. Le gouvernement jamais je n'ai dit ce que je dis là. On ne va pas s'en relever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ils ont quand même dit qu'il n'y aura jamais un deuxième reconfinement. Voilà. On ne va pas s'en relever. Ça, c'est autre chose. On ne va pas s'en relever si on continue. On ne va pas s'en relever, oui. De son côté sur C8, Agnès Pannier-Runacher était aux côtés de Cyril Hanouna. Et si elle fait tout pour les petits commerçants et l'économie, en tout cas c'est ce qu'elle a déclaré, la réalité se rappelle à elle. Moi j'ai la casquette économie vissée sur la tête et je dis c'est pas possible. Il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose pour les commerçants. Ils doivent bosser, ils nous le demandent. Et vous avez en face Olivier Véran qui dit je vais vous montrer les chiffres, puis ça va calmer tout le monde. Moi, je suis désolée, j'ai perdu quelqu'un dans le Covid. Ok ? Je l'ai perdu le lundi de Pâques. J'en ai un souvenir assez précis. Donc, ce truc-là, pour moi, il n'est pas négligeable. Et vous avez plein de jeunes qui vont avoir des séquelles. On parle de séquelles neurologiques, on parle de séquelles pulmonaires. Ce truc est une saloperie. Elle était très forte hier, je ne sais pas si vous avez regardé. On sent effectivement l'émotion compréhensible quand on a perdu quelqu'un, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si nos amis journalistes ont regardé Agnès. Vous l'avez vu hier. Rémi, Maxime. Oui, beaucoup d'émotions et surtout un débat. Et on a besoin de débat, on a besoin de compréhension actuellement avec des différents sons aussi, de se forger son avis. Et plus que jamais, l'émotion dans cette situation un peu de confusion est également un peu importante. Et c'est très appréciable aussi. Moi, je partage ce point de vue. Je partage ce point de vue et c'est important d'entendre des témoignages du réel, parce qu'on a aujourd'hui certains qui nous disent qu'il n'y a pas de deuxième vague, que l'épidémie n'est pas là. Voilà, avoir des témoignages du réel, de personnes qui ont perdu des proches, ça, je pense que c'est très très important pour avoir des petites piqûres de rappel sur la dangerosité de cette épidémie.
Ouais. Vous pensez qu'on hystérise un peu tous les débats? Enfin, il y a peu de débats dépassionnés sur les plateaux télé, vous trouvez, Rémi et Maxime? En tout cas, moi je trouve très très bien d'avoir alors évidemment des médecins qui vous parlent des avancées de l'épidémie, mais aussi d'avoir des points de vue de Français qui sont et pas forcément que des soignants, de Français qui sont confrontés à cette épidémie, qui ont perdu des proches, et ça, je trouve que c'est le rôle de la télé et de la radio évidemment de les mettre en avant. Ouais. C'est une émission qui a très bien marché, hein. Ça fait plus de 800 000 hier, ça a très bien fonctionné. Hier, Jean-Luc Mélenchon était face à face à BFM, sur BFM. Il a raconté comment La République, c'est moi. Vous avez vu, je suis bon en imitateur. Hein. Bravo Gilles. Vous avez un avenir. La République, c'est moi. Était une blessure, un regret tellement indélébile qu'il se refuse à regarder les images. Il ne veut plus voir ces images. Ben oui, parce que elles sont traumatisantes pour tout le monde, mais je les déteste parce que c'est un sentiment d'injustice permanent. On ne se demande pas pourquoi je criais. Ça dure 3-4 minutes. Et ma vie politique entière semble pour certains se résumer à ces 3-4 minutes. Ce choix a été fait de propos délibérés par une émission qui pendant 8 mois les a diffusés. Et personne ne se dit mais pourquoi cet homme crie-t-il comme ça? C'était un abus de pouvoir. Il a profité de l'émission pour indiquer qu'il avait eu les fameuses 150 000 voix sur le site et donc il a officialisé le fait qu'il se présentait à l'élection de la République française, madame. Ouais, c'est vrai que le suspense était insoutenable sur ces 150 000 signatures. On n'était pas sûr. Hier soir sur France 2, Christophe de Chavannes était l'invité d'Elisabeth Lemoine. Il a expliqué son ras-le-bol de ceux qui sont anti-masques. Il y avait une postière qui arrive avec son lot pour le bureau et qui vient avec le masque là. Je dis madame, excusez-moi, elle va pour rentrer dans le bâtiment des bureaux. Je dis non, là, non, c'est là, sinon ça sert à rien, autant ne pas le mettre. Ah non, mais je dis si. Et elle rentre quand même. Je lui dis madame, s'il vous plaît, le masque c'est là. Et elle me répond, elle a 40 ans, hein, la fille. Mais non, mais moi je le mets parce que c'est obligatoire, parce que j'y crois pas à ces trucs-là. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, un être normalement constitué puisse dire je n'y crois pas à ces trucs-là? Et puis pour finir, la note d'humour. Vous savez, je finis soit par une chanson ou par une note d'humour. Cette fois-ci, c'est une note d'humour, une note belge, avec un YouTuber qui s'appelle Guillaume. J'en ai déjà parlé dans mes précédents zappings. Et il est revenu sur le reconfinement. Et puis, reconfinement qui a lieu aussi à Bruxelles. On y est. Retour à la case départ. Ben oui, mais je te l'avais dit, moi. Non, mais attends, t'étais déjà habillé comme ça au premier confinement? Oui, mais rassure-moi, entre-temps, tu t'es changé. Enfin, je veux dire, tu t'es lavé, quoi. Oui. Ah oui, ok, ça va. Non, j'ai eu peur. Tu vas voir, hein, on rentre dans un nouveau cycle de vie, hein. Tous les 3-4 mois, retour au bercail et sans discussion. C'est un peu comme si le confinement, c'était devenu une nouvelle saison. À partir de maintenant, c'est printemps confinement, été reconfinement, hiver reconfinement et ainsi de suite. Oui, ça te paraît bizarre maintenant, mais tu verras dans quelques années, ça ne te choquera plus. Maman, je l'ai rencontrée à l'aube du 23e reconfinement, ouais, en 2023. Et on s'est mariés 6 pandémies plus tard, exactement. C'est très bon. C'est peut-être notre futur, vrai. Qui sait. C'est peut-être ça. C'est peut-être ce qui nous attend, mais parfois, maintenant, tout est possible, hein, comme la fiction rejoint la réalité ou la réalité rejoint la fiction. Effectivement, il faut s'attendre à tout. Merci Gilles. Alors, on va marquer une courte pause et on va revenir avec Rémi Jacob et Maxime Guény, tous les deux journalistes à Télé Loisirs Télé 2 semaines, Téléstar, Télépoche, avec notre premier débat. Il est consacré à Netflix avec une petite phrase de Ségolène Royal. Voilà, elle en fait quelques-unes qui sont belles. On va se poser la question, est-ce que Netflix a vraiment envahi la France? Allez, la réponse dans un instant, juste après ça. Et c'est l'heure du club de la presse média avec Gilles Gansman, évidemment, Rémi Jacob, journaliste Télé Loisirs Télé 2 semaines, Maxime Guény, journaliste Téléstar, Téléstar et Télépoche. Alors, on va aborder plusieurs thèmes ce matin, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes. Également l'actu média qui est très riche en ces temps de confinement, semi-confinement, enfin on ne sait plus comment le dire. Mais Gilles, on va commencer par ce premier débat autour de Netflix, parce que c'est Ségolène Royal qui met ça sur la table. Hein. Et oui, pour poser un peu le débat, Ségolène Royal a dit que Netflix avait envahi la France et qu'on avait laissé faire Netflix, que Netflix profite également du Covid. On a vu qu'à l'annonce de ce vaccin, son action a baissé. Pour vous rendre compte, durant la pandémie, Netflix a augmenté ses abonnés de 2,2 millions aux États-Unis, de nouveaux abonnés payants. Et donc, évidemment, on peut rappeler que la plateforme compte désormais plus de 180
95 millions d'abonnés et que finalement Disney leur a pas fait trop de mal avec 60 millions, 195 millions. Vous imaginez la puissance de Netflix, puissance de tir et puissance de production. Alors on peut demander à Rémi Jacob, est-ce que Netflix a envahi la France, comme le dit Ségolène Royal? Alors, effectivement, envahi, je crois que c'était très péjoratif dans sa bouche, et il faudrait qu'elle fasse attention parce qu'une partie de son électorat, une partie des Français, justement, ont Netflix et c'est un loisir populaire comme la télé en son temps. On se souvient qu'elle avait vivement attaqué le Club Dorothée dans les années 90, et ce qui était aussi un loisir populaire pour les jeunes. Donc, voilà, petite parenthèse. Fait, Netflix, oui, c'est une success story, c'est quelque chose d'incroyable. En fait, il faut vraiment se rendre compte que c'est une très très vieille boîte qui est née en 1997 aux États-Unis, donc il y a très très longtemps. À l'époque, c'était un loueur de DVD. Et oui, à l'époque, c'était comme Vidéo Future. Vous savez, c'était un loueur de DVD physique, ce bon vieux DVD physique qui existait. La préhistoire. Mais là où le génie de Netflix arrive, c'est qu'à un moment donné, ils disent on va faire un abonnement. C'est-à-dire que vous pouvez louer autant de DVD physiques que vous voulez, et pour $20 à l'époque, vous pouviez louer autant de DVD, donc comme dans un buffet, c'est le principe du buffet, les gens adorent, et on voit qu'aujourd'hui c'est ce qui marche, c'est-à-dire que pour 7, 8, 9 euros, vous avez un buffet illimité de séries et de films, et c'est ça ce qui marche, donc c'est vraiment une success story partout dans le monde. Peut-être un petit quelque chose alors du côté de la fiscalité, parce que là où Ségolène Royal n'a pas tort, c'est que Netflix ne contribue pas forcément à l'effort national, puisqu'elle ne paye pas beaucoup d'impôts en France, que 500 000 euros, donc sur ce point quelque chose à travailler, mais enfin, mis à part, une vraie success story. 500 000 euros, c'est ça? Absolument, ils sont en train de travailler avec que 500 000 euros d'impôts en 2019, un chiffre de nos confrères de Capital. Évidemment, il y a toute une réflexion du côté de Bercy pour les faire passer à la caisse, mais voilà, une vraie success story, une plateforme qui permet à des gens qui sont chez eux, beaucoup chez eux en ce moment, de se divertir. Ouais. Et vous, Maxime? De son côté, en tout cas, Netflix a su transformer son offre au gré des attentes de l'utilisateur. Tu l'as dit, Rémi a fondé en 97, mais elle a su surtout être à l'écoute de sa cible pour mieux l'enchanter, la divertir, la fidéliser. Aujourd'hui, Netflix, c'est 15% du trafic Internet dans le monde et 20% en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si elle est présente dans 190 pays et 27 langues, en France, le catalogue de Netflix apparemment contiendrait 2500 films, 1200 séries, et c'est juste énorme. Donc c'est la profusion de l'offre qui attire le consommateur. Et d'ailleurs, il y a un truc très sympa, je me rappelle, le vice-président de la plateforme disait que l'expérience utilisateur d'un client Netflix nous appartient, et que son patron, Reed Hastings, a déclaré que notre seul ennemi, c'est le sommeil. Donc ça veut dire que plus que jamais, Netflix se transforme au gré du temps. Et là, Netflix a annoncé le 5 novembre dernier une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Netflix Direct, pour l'instant qui est exclusive au territoire français. C'est-à-dire que c'est une option en live qui s'inscrit quand même dans la longue liste d'expérimentations pour améliorer l'expérience utilisateur. Et Amazon devrait s'engager dans la même ligne. Parce qu'il faut dire, Christophe. Allez-y, Gilles. Non, mais je me permets, et il a absolument raison, Maxime. L'expérience utilisateur est vraiment au centre de cette plateforme. Il y a quelque chose qui est complètement dingue, et ça, vous l'avez tous remarqué si vous avez Netflix, c'est ce fameux algorithme de recommandation. C'est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire que vous consommez une série, Emily Paris, je ne sais pas quelle série vous aimez, mais vous consommez une série et ensuite vous allez avoir des recommandations qui sont extrêmement personnalisées, extrêmement ciblées, qui font que vous restez finalement sur la plateforme, sauf quand vous dormez, puisque le sommeil effectivement est l'ennemi de Netflix, mais c'est cet algorithme de recommandation qui a fait le succès de la plateforme. Alors très exactement, Netflix est produit de 6 algorithmes avec 100 000 mots-clés, 27 genres différents. Et à partir de là, ils connaissent votre profil parfait. Et c'est en ça que la personnalisation, c'est vraiment la valeur ajoutée de cette plateforme. Oui, absolument. Et d'ailleurs, l'utilisation en famille est particulièrement pointue parce qu'effectivement, chaque membre d'une même famille peut avoir on va dire, son ouverture sur Netflix, son profil, et c'est assez bien fait. Faut le reconnaître. Oui, alors non seulement la force de Netflix, c'est ça. Alors on peut regretter que CanalSat et Canal+, qui avaient une puissance de feu pour produire et faire être Netflix avant Netflix, aient raté ce coche. Moi, je pense qu'il y a un vrai échec dans notre pays, c'est celui de Canal+ à ce sujet sur
sur la production et d'avoir eu un temps d'avance qu'ils n'ont pas eu malgré qu'ils ont lancé la VOD. Et moi, ce qui est assez étonnant sur Netflix, c'est qu'ils font des succès avec des inconnus. C'est-à-dire qu'ils ont des séries très fortes avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en France, on a eu toujours cette politique de se dire, on met des séries avec des people comme produit d'appel. On l'a d'ailleurs avec Ici tout commence sur TF1, qui a mis un Francis Huster et des acteurs de cinéma pour faire un produit d'appel. Parce que les producteurs sont rassurés sans doute. Oui, exactement, mais et les publicitaires, faut pas oublier que Netflix n'est pas un modèle publicitaire, mais ils arrivent à mettre des séries très fortes, que ça soit The Crown, que ça soit, moi j'ai regardé hier soir la série sur les échecs, je vous la conseille, qui est vraiment formidable. Je suis au 3e épisode. Eh bien, je ne connais aucun des comédiens et tous les comédiens sont formidables. Stranger Things, les enfants sont devenus des stars, mais ils étaient tous totalement inconnus. Et la vraie force de Netflix, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir des scénarios tellement bien écrits que vous êtes obligé de regarder l'épisode suivant, d'avoir des cliffhangers toutes les 15 minutes où vous dites mais non, ah bon allez, je me fais un dernier épisode et après je vais me coucher. Puis mais non. Mais oui, la qualité d'écriture avec des inconnus. Et tout ça la avec qualité des inconnus. d'écriture. Et donc, évidemment que ça va nous envahir, parce que si on a bien une faiblesse en France, et je voulais en parler avec nos 2 amis journalistes, c'est qu'on a des problèmes de scénaristes en France. Je ne sais pas si on a des problèmes de scénaristes, mais en tout cas de méthodologie. On fonctionne assez rarement en table ronde, à part sur les séries quotidiennes, et on n'a pas encore cette culture du showrunner, c'est-à-dire qu'il y a à la fois producteur artistique, scénariste, et qui supervise l'intégralité d'une production. Racontez pour nos auditeurs les coulisses justement, parce que c'est peut-être quelque chose que le grand public ignore, cette différence, on va dire, de fabrication dès l'écriture des séries. Parce qu'il y a une vraie différence que l'on peut noter entre les cultures des différents pays. Mais racontez comment ça se passe quand on décide de monter une série à la française, je dirais. Alors, la vraie différence culturelle au départ, c'est déjà le budget. Et lorsque vous avez un budget moindre que ce que proposent les États-Unis, vous devez minimiser les équipes de production. C'est-à-dire qu'en France, généralement, vous avez 1 ou 2 artistes, vous avez un directeur d'écriture et 2-3 auteurs qui vont concevoir une série, généralement du format 52 minutes, 6 à 8 fois 52 minutes. Alors qu'aux États-Unis, il y a un showrunner, donc un chef d'orchestre en quelque sorte, avec ribambelle d'auteurs et de scénaristes qui vont vous écrire jusqu'à 15-20 épisodes de 52 minutes, ce qui va non seulement créer une fidélité auprès du téléspectateur, mais surtout une force de frappe très forte. C'est ce que la France commence à faire avec le Bureau des légendes, par exemple. Là, vous avez un showrunner, toute une équipe autour, des scénaristes observateurs également, et dès qu'ils ont des bonnes idées, ils intègrent l'équipe. Et généralement, tout est au même niveau. C'est-à-dire que les bureaux de production sont à côté du studio, à quelques mètres. C'est-à-dire que tout va très très rapidement. Il y a une écriture, un tournage, et on enchaîne. Et l'écriture se fait au fur et à mesure. C'est une grosse machine. Rémi ? Je suis absolument d'accord, différence culturelle très très bien expliquée par mon confrère. Après, je pense pas qu'il faille opposer systématiquement États-Unis et France. Et surtout, pour revenir à Netflix, je pense qu'il faut en faire un allié. Parce que ces dernières années, les politiques, vous parliez de Ségolène Royal, on fustigé Netflix, mais faisons comme à l'époque avec Canal+, quand c'est arrivé. C'était évidemment un acteur français, mais tout le cinéma français était vent debout. Et finalement, on a dit, faisons-en un allié et faisons-le contribuer à la production Canal+ cinématographique. C'est ce qui s'est passé. Et là, ce qui va se passer avec Netflix, c'est que vraisemblablement, dans la nouvelle loi audiovisuelle, il y a 20% ou 20 à 25% de ces recettes françaises devront être reversées dans la création française. Donc ça, c'est une formidable nouvelle et c'est ce qui permet de réconcilier, d'être constructif et d'arrêter de taper sur le méchant Netflix, donc qui effectivement doit payer un petit peu plus d'impôts et doit contribuer plus largement à la création française. Et comme ça, tout le monde sera main dans la main pour proposer le meilleur aux consommateurs. Mais vous êtes d'accord que le confinement est une aubaine pour eux? Bien sûr, mais forcément. Ce qu'on appelle le stay at home. D'ailleurs, alors ceux qui sont sur Facebook nous voient, on est sur un petit logiciel qui s'appelle Zoom, on peut les citer. Pareil, leur action a bondi effectivement au moment du confinement. C'est pareil pour Netflix. Dès qu'il y a un candidat vaccin qui commence à montrer des signes encourageants, on voit que les actions de ces logiciels stay at home baissent. Donc c'est logique qu'effectivement ils aient profité du confinement. Voilà, et le groupe Chronopost aussi profite de la fermeture des petits magasins. Il ne sait pas comment on pourra livrer tous les paquets. Donc il y a toujours un effet d'aubaine en économie. Mais vous êtes vraiment très intriguée de votre Noël, Christine. Je vois que ça vous préoccupe depuis tout à l'heure. Mais oui, c'est quand même un événement. Savoir je vous amènerai une dinde si vous voulez.
Ah, mais si vous voulez, moi je vous amènerai un foie gras. Bon, on continue. Moi je l'ai déjà. Avec Rémi et Maxime, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Rémi, alors vous vouliez revenir, Rémi, sur le docteur Raoult qui était invité chez Laurent Ruquier. Racontez-nous. Alors absolument, coup de gueule, non pas contre le professeur Didier Raoult, moi je n'ai absolument rien contre cette personne, mais contre Laurent Ruquier, qui pour moi n'a pas invité quelqu'un comme le docteur Raoult. C'est donc précision très importante, puisque c'est une émission de service public. Voilà, c'est une émission de service public qu'il anime, Laurent Ruquier, qui s'appelle On est en direct, qui s'appelle On est presque en direct en ce moment, puisqu'il enregistre quelques heures avant, mais donc une émission lancée cette saison en deuxième partie de soirée. Il a invité le professeur Didier Raoult. Didier Raoult, il faut me rappeler que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est poursuivi par le Conseil de l'Ordre pour plusieurs infractions, dont celle de charlatanisme, qui nous annonçait en février que cette épidémie ne tuerait pas plus de personnes que des accidents de trottinette, qui 2 semaines après nous expliquait que bien la partie était terminée, qu'un médicament miracle allait finalement mettre fin à tout ça, qui quelques semaines après, voyons que ça continuait à nous expliquer qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Aujourd'hui, d'aller être confronté à ça. Sont submergés. Alors, c'est la responsabilité. Je dissocie les chaînes privées et les chaînes publiques. C'est la responsabilité d'une chaîne publique qui est celle du groupe France Télévisions, de faire le tri dans ses invités, de ne pas mettre sur le devant de la scène des personnages qui pour moi sont dangereux, ont contribué avec un discours rassuriste à cette seconde vague. Donc voilà, je suis d'autant plus en colère que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Laurent Ruquier, qui généralement choisit des invités que je trouve pertinents. Je ne remets absolument pas en cause le fait que le professeur Didier Raoult puisse être invité, mais plus sur des chaînes et des télévisions privées. Donc voilà, c'était mon petit coup de griffe. Pourquoi il ne serait bon qu'à BFM, qu'à CNews, qu'à TF1 et pas assez chic pour les téléspectateurs? C'est pas une question d'être chic. C'est pas une question d'être chic, Gilles. C'est simplement que quand vous êtes le service public, vous avez une responsabilité qui est plus importante. Et on a vu que le professeur Didier Raoult a eu un discours qui a pu mettre en danger les soignants qui ont été confrontés, on le voit aujourd'hui, qui sont confrontés à une seconde vague. Lui et d'autres personnes, avec un discours rassuriste, qui ont écumé les plateaux télé. Alors on en pense ce qu'on en veut. Voilà, moi j'ai mon opinion, mais je pense vraiment que l'exigence sur le service public doit être bien plus importante que dans des médias, chaînes de télévision et radio privées. Et il faudrait peut-être souvent aussi des contradicteurs, peut-être face au professeur Raoult, il faut des contradicteurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Rémi, je suis d'accord sur un point différent, c'est que c'est une émission de divertissement et que c'est pas une émission d'information, et que je pense que quand on a cherché à faire le buzz et à faire de l'audience, parce qu'on sait qu'avec Didier Raoult on va faire de l'audience. Moi c'est plus. Il en fait d'ailleurs quasiment plus. On le voit sur ses dernières invitations. Finalement ça baisse, mais évidemment il s'est dit ça, évidemment, Laurent Ruquier, et je trouve que c'est pas son honneur. Maxime, alors on va revenir, Gilles, à mon Noël. À votre obsession. Avant mon obsession du 25 décembre. Non, c'est votre coup de cœur, ce sont les téléfilms de Noël. Oui, alors c'est vrai qu'on... qu'est-ce que vous êtes cucu la praline, un peu cucu la praline. Mais c'est vrai que c'est devenu une tradition. Et mon chocolat chaud devant les téléfilms de Noël. Et alors je crois que c'est devenu depuis quelques saisons, les chaînes anticipent les fêtes de fin d'année en programmant chaque après-midi des téléfilms aux couleurs de Noël. Un pari vraiment gagnant pour les diffuseurs, parce que je vais vous donner un exemple. Lundi, TF1, le téléfilm à 14h, a fait 3 millions de téléspectateurs. Alors évidemment, un après-midi à 14h. Alors c'était férié évidemment, mais généralement ça rassemble de plus en plus de personnes. Alors c'est un phénomène qui est intéressant, à la fois parce que la demande est grandissante du public, mais aussi des diffuseurs internationaux, parce que la production de fiction de Noël aux États-Unis, elle s'est significativement amplifiée. Pourtant, vous savez, le décor planté par les scénaristes est souvent le même au départ. Un univers calfeutré, la petite ville américaine, les décorations, l'illumination, les bons sentiments. Alors les téléfilms jouent souvent avec les mêmes trames, des histoires de rédemption et de retour aux racines, mais surtout que le filon est exploité de plus en plus à l'international, au départ par les chaînes américaines, qui bousculent leur programmation à partir de Thanksgiving, un calendrier qui a été adopté il y a 4-5 ans par des chaînes françaises comme TF1 et M6. M6 en premier et TF1 ensuite. Et c'est un choix stratégique qui intervient après le succès des comédies romantiques, parce que l'après-midi, c'est généralement les comédies romantiques qui sont diffusées pendant les vacances de la Toussaint. Et la programmation accompagne aussi le planning des illuminations et des décorations qu'on devrait voir dans les magasins s'ils étaient ouverts. Donc voilà pourquoi ça commence aussitôt, le 2 novembre, je vous le rappelle. Et en 2 mois, c'est quand même plus de 120 téléfilms de Noël qui seront proposés sur les chaînes du groupe TF1, Canal+, M6, sans compter les rediffusions.
Ça fait, oui, ouais, et puis ça va, ça fait 2 par jour en fait, hein, quasiment. Oui, et puis il faut dire que les Américains, ils ont le culte pour avoir eu la chance d'être aux États-Unis à une époque de Noël. Voilà, vous pouvez pas mettre une station de radio sans que vous ayez des chansons de Noël ou des stars qui reprennent des tubes de Noël. Vous sortez votre voiture, vous allez dans les commerces. On sent voilà, que ça vous saturez déjà. Dans Gilles. les commerces. Ah oui, non. Et puis après, non, mais après il y a des choses sympas, le petit bonhomme en pain d'épices, le chocolat avec de la guimauve. Enfin, voilà, il y a des choses quand même. Vous avez des producteurs américains dont c'est la spécialité, c'est-à-dire qu'ils ne produisent que des téléfilms de Noël. Et TF1, par exemple, travaille avec 4 à 5 producteurs et ils ont un droit de regard en amont sur le casting, sur l'édito, sur le scénario, parce qu'on ne croirait pas, mais si, TF1... Vous parlez de TF1 américaine. Je parle des téléfilms de Noël. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché européen est très demandeur de ces téléfilms et donc a un gros marché pour les États-Unis. Donc les producteurs sont à l'écoute de ce qu'ils vont mettre en avant. Parce que moi, ce que j'aime regarder, ce que je trouve toujours très délicieux, c'est de voir effectivement quand ça a été tourné en plein été, donc ils sont dans des parcs avec des pulls de Noël, avec des moumoutes, et il y a des arbres tout en fleurs, avec des feuilles, enfin ça colle pas du tout, donc c'est assez savoureux de regarder ça, mais c'est vrai qu'il y a un vrai public autour de ça, et ça fait pas de mal, Gilles, non ? Avec votre plaid et votre chocolat chaud. Ça dépend, Christina. Il y a rarement de la neige à Los Angeles. Hein. C'est souvent tourné à Los Angeles. Oui, évidemment. Là-dessus, hein. Évidemment. Donc, alors moi j'ai un petit coup de. Votre coup de gueule. Non, mais moi mon petit coup de, ce mini coup de gueule. Mais bon, hier soir j'ai regardé évidemment la soirée, la soirée envoyée spéciale, et je trouve dommage que dans le 3e sujet, sur les nuisances. C'était sur les nuisances du bruit. On voit que c'était du recyclage de sujets qui a été fait il y a longtemps, parce que parler effectivement des riverains des aéroports, alors qu'aujourd'hui tous les aéroports sont quasiment à l'arrêt. J'ai trouvé je trouvais dommage que France Télévisions et France 2 en particulier n'aient pas un sujet un peu plus récent de sa rédaction à soumettre aux téléspectateurs en cette période où on a besoin effectivement d'avoir des dossiers de fond sur des phénomènes d'actualité. Voilà. La semaine prochaine, ils nous feront peut-être un sujet sur le rush dans les grands magasins. Qui sait ? C'est en rediffusion. Ceux qui se déguisent en Père Noël devant les grands magasins, oui, c'est vrai, absolument. Vous avez quoi, un flop, vous, Gilles ? Oui, j'ai un flop, mais comme on a un petit peu de retard et que on donne la parole quand même à nos 2 journalistes, j'ai la chance d'être là toute la semaine, je vous propose plutôt de passer au scoop et au conseil du jour de nos 2 amis. Alors Rémi, vous aviez plusieurs infos concernant la soirée des Miss France ? Les Miss France, alors effectivement, les Miss France, on parle du confinement, c'est très très problématique. Miss France qui devait se dérouler, mais oui. C'est un vrai sujet, ça. Se dérouler. Mais oui, et surtout que les gens aiment beaucoup Miss France. Hein, les audiences sont à chaque fois stratosphériques. C'est énorme. Cérémonie qui devait se dérouler le 12 décembre, donc vraisemblablement va être reportée d'une semaine. Ça devrait toujours se passer au Puy du Fou, mais il y a toujours une incertitude qui plane avec ce confinement, puisque si le confinement dure jusqu'à Noël, est-ce que cette soirée pourra avoir lieu, et si oui, avec du public. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde s'agite beaucoup du côté de la production. C'est un stress épouvantable pour les organisateurs, puisqu'il faut s'adapter. Tout le monde évidemment est confronté à ces problématiques, mais quand vous avez un énorme barnum comme ça, donc on s'orienterait vers une programmation vers le 19 décembre, mais tout ça peut encore évoluer, et donc c'est une affaire à suivre pendant les prochaines semaines. Et oui, parce que en plus ils doivent tourner, vous savez, les petits magnétos où les filles sont très naturelles, tourner en règle générale très loin de la France. Là, ils savent pas quand ils vont tourner. Non, voilà, et une chose est sûre, personne ne partira à Tahiti. Vous parlez du fameux voyage à l'autre bout du monde sous les cocotiers. Ouais. Ça, cette année, il n'y en aura pas. Et effectivement, comment on les tournera ? Le jury cette année des Miss France. On a un petit souci de son. 3000 personnes qui peuvent assister à cette cérémonie, ça semble un petit peu. Ça paraît difficile. Le public, je disais 3000 personnes, ça paraît difficile, donc effectivement très compliqué. En sachant que le Puy du Fou avait eu une dérogation, il y avait une polémique énorme cet été, puisqu'il y avait des droits. Oui. Donc je pense qu'effectivement c'est un sujet qui doit être regardé de près aussi du côté du ministère de la Culture, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impair. Maxime. Et juste avant, moi je vais logiquement, vous savez ce qu'il y a en face des Miss France. Il y a le Téléthon. Une règle en télé, en face des Miss France, il y a
le Téléthon. Ils sont souvent opposés. Et ben cette année, c'est le même souci pour le Téléthon, parce que le Téléthon, ce qu'il rapporte d'argent, c'est évidemment les défis qui sont faits par les Français, qui s'y préparent des mois et des mois à l'avance. La plus grosse omelette aux champignons dans la ville, la confection de bonnets, la confection de l'écharpe la plus longue. Et ben tout ça, cette année, on va pas y avoir le droit à cause du Covid, et ça va être très compliqué de récolter des dons. Il faut savoir que, j'en rigole et je mets un peu d'ironie, mais toutes ces actions qui sont faites dans les villes, déjà, scindent les villages entre eux, donc c'est quelque chose de très important depuis des années, et ça représente 40% des dons à la fin du Téléthon. Donc France Télévisions a un vrai problème et sont en train d'agir par rapport à ce problème des actions dans les villes et les villages qui vont pas pouvoir avoir lieu avec le Téléthon. Ils vont faire de la digitalisation essentiellement et des opérations de click and collect dans les supermarchés où ils vont pouvoir vendre des produits locaux qui vont être reversés au Téléthon. Oui, absolument. C'est vraiment toutes les opérations comme ça de récolte de fonds, ça pénalise toutes les associations. Je sais par exemple qu'il va y avoir aussi des manques de dons du côté des ONG qui viennent en aide aux démunis. Donc le Téléthon, pour l'instant, et Miss France en préparation, mais sous un format inédit forcément. Et puis ils ont un autre souci avec le Téléthon. Vous savez que sur le plateau, il y a beaucoup de familles qui sont invitées, et puis des enfants également qui viennent témoigner, qui sont souvent dans des fauteuils et qui viennent témoigner. Et là aussi, avec le Covid, c'est des personnes fragiles et à risque. C'est aussi très compliqué. Ouais, tout à fait. On y reviendra sur ce sujet-là, je n'ai aucun doute. Maxime, vous aviez des infos sur les achats de France 2 ? C'est vous qui avez le chéquier. Oui, gros chéquier. En moins de 3 ans, vous savez que France Télévisions a multiplié les initiatives en matière de coproduction internationale face à la concurrence de plus en plus exacerbée des plateformes, mais aussi en matière d'acquisition. Alors, plusieurs infos. Il prépare l'adaptation de La Jeune Fille et la Nuit. Vous savez, c'est le fameux best-seller de Guillaume Musso. Le financement a été bouclé et la série va partir en production rapidement. Donc ça, c'est une première chose. France Télévisions vient de démarrer également le tournage de Germinal. C'est un 6 x 52 minutes en coproduction avec la RAI dans le nord de la France. Ils produisent actuellement Le Tour du Monde en 80 jours. Le projet d'envergure et d'aventure autour de l'œuvre de Jules Verne. C'est quand même 4 millions d'euros l'épisode. C'est des gros. Ils s'associent avec d'autres pays. Et sur la partie acquisition, en diffusion à partir du 16 novembre sur France 2, il y a la série Bodyguard, qui a d'ailleurs été initiée notamment par Netflix, et ce que je vous conseille, c'est une mini-série. Et sur le volet acquisition, il renouvelle les achats des enquêtes de Vera sur France 3, des enquêtes de Murdoch, d'Agatha Raisin pour la case policière du dimanche soir sur France 3, et bien d'autres surprises à venir. Et puis pour finir, parce qu'on a un peu de retard, Christine, on va demander la une des journaux Télé-Loisirs qui sort lundi. Rémi, il va avoir quoi la une de Télé-Loisirs ? Du prochain Télé-Loisirs, absolument, qui sera en kiosque lundi, une figure que les téléspectateurs aiment beaucoup, que vos auditeurs aiment beaucoup aussi, j'en suis sûr. Michel Drucker qui a eu des petits soucis de santé, le pauvre, qui a eu une grosse opération et qui, en exclusivité, nous donne de ses nouvelles, va beaucoup mieux. Évidemment, ça va prendre sa convalescence quelques temps, mais il est en une de Télé-Loisirs, il nous donne de ses nouvelles, il a un petit message pour les lecteurs, et ça sera donc en kiosque ce lundi. Et Maxime, pour Téléstar en kiosque également lundi et aussi en numérique, c'est Ici tout commence, vous savez, c'est le nouveau feuilleton de TF1. Alors, on a l'interview de Clément Rémiens, l'acteur principal, et de Aurélie Ponce. Et ensemble, ils nous racontent un peu les dessous de la série, comment ça a pris, parce que c'est un pari aussi industriel de la part de TF1, un pari gagnant, parce que l'audience de la 15 progresse et ça fait vraiment l'effet locomotive pour Demain nous appartient. Donc voilà, à la une, Clément Rémiens et Aurélie Ponce pour Ici tout commence, nouveau feuilleton de TF1. Allez, on renvoie effectivement. J'ai vu Jean Castex moi hier à la même à la télé. J'étais déçu. Oui, c'était pas la même histoire. Il n'était pas en cuisine. Non. Alors ce que j'ai trouvé assez, pardonnez-moi, je fais une dernière parenthèse aussi étonnant, c'est de voir qu'on fasse une conférence de presse en présentiel. Alors actuellement, quand on est journaliste, nous ne faisons que des conférences de presse en visio. Et là, il y avait beaucoup de journalistes, dont certains n'étaient pas masqués d'ailleurs. J'ai trouvé un petit décalage ça dans l'information, et peut-être qu'en faisant une conférence de presse en visio, il y aurait peut-être plus de journalistes qui, seraient en région, dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller questionner le Premier ministre et les ministres à l'occasion donc de ces annonces importantes pour la vie des Français. Ça serait une bonne idée, ça, de faire de la visio avec la presse régionale. Et oui, mais oui. Pour nos hommes politiques. Écoutez, s'ils nous entendent, on est preneurs, nous, pour les avoir effectivement avec des questions très, très localisées, mais qui concernent beaucoup, beaucoup de la vie des Français. Rémi Jacob,
Merci beaucoup Rémi, journaliste télé loisirs, télé 2 semaines. Maxime, merci Maxime Guény, journaliste à Téléstar et Télépoche. Je vous souhaite un très beau week-end à tous les deux. On retrouve bien évidemment vos magazines dès lundi en kiosque et Gilles Gansman. Pareil, très bon week-end à vous Gilles. Merci. Puis une petite pensée pour Madame Expert. Exactement, on l'embrasse très fort Valérie, et on va continuer ce 10h midi avec nos débatteurs Laurence Taillade, Xavier Iacovelli, Mathieu Chaigne et Georges Kuzmanovic. On va s'installer dans un instant, juste après la pause, et on va débattre justement des annonces hier, notamment de Jean Castex qui a douché nos espérances. Rien ne change d'ici le 1er décembre. À tout de suite.